Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai la grande chance de recevoir Isabelle Pandazopoulos à la librairie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Donc, je vous laisse vous présenter rapidement à nos spectateurs. Eh bien, donc je suis Isabelle Pandazopoulos et j'écris essentiellement pour la jeunesse et essentiellement des romans pour les adolescents et les adolescentes. Des romans très forts et très puissants, puisque vous avez déjà écrit Double Faute chez Gallimard, ou même Les trois filles en colère, qui sont des textes assez marquants. La décision également. Votre avant-dernier, il me semble, c'était Demandez-leur la lune. Demandez-leur la lune. Et donc le tout dernier qui est paru et pour lequel nous sommes là aujourd'hui, c'est donc ce roman absolument fabuleux, Parler comme tu respires, qui est paru en début d'année aux éditions Rageot. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc Sibylle est une jeune fille de 15 ans qui est en troisième, qui est bègue depuis qu'elle a 6 ans, mais qui a des parents aimants et qui sait plus ou moins toujours débrouiller avec son trouble, qui parfois est très présent et parfois beaucoup moins, comme tout le trouble du bégaiement. Et puis il se trouve que en troisième, au moment de choisir son orientation, elle décide contre toute attente de devenir tailleuse de pierre, et ses parents sont évidemment contre, parce qu'ils avaient imaginé pour elle des études longues et prestigieuses. Oui, des études longues et prestigieuses, mais elle, ça n'a jamais été son souhait à elle, enfin, au plus profond d'elle, c'était pas vraiment son souhait. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'avait pas particulièrement, il me semble, formulé quelque chose autour de son orientation. Elle n'avait pas d'idée, comme très souvent quand on demande à quelqu'un qui a 13, 14 ou 15 ans qu'est-ce que tu veux devenir plus tard, je ne sais pas, ce qui me semble assez logique. Et du coup, elle a grandi avec ce trouble, c'est-à-dire donc elle s'est construite autour de je ne peux pas prendre la parole parce que quand je prends la parole, ça ennuie tout le monde parce que ça retarde, les gens me parlent à ma place, les gens se moquent, voilà. Donc elle s'est construite une personnalité très en retrait. Très silencieuse, avec une amie qui l'a beaucoup soutenue. Et puis la question de son désir à elle, de qui elle est vraiment au-delà de ce trouble, ça se pose au moment de faire son premier choix individuel. Oui, parce qu'en fait, c'est le fait de remplir cette fiche navette de souhait pour la troisième d'orientation qui va en fait provoquer une espèce de séisme qui va bouleverser mais vraiment bouleverser au plus profond toute la famille. Ouais, exactement, exactement. Et c'est, je crois, enfin moi ça m'a toujours paru incongru le fait qu'on demande si jeune à des enfants si jeunes, si tôt, de plus en plus tôt et avec de plus en plus de pression. Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton chemin? Décide-toi. Comment ça t'as pas fait ta feuille d'orientation? Alors que c'est une question qui doit pouvoir se construire au fur et à mesure des ans. Avec des accidents, on reprend, on réfléchit, etc. Et que forcément, quand on est ce sentiment d'être acculé à une réponse, acculé à un choix qu'on n'a pas le temps de faire, fait que ça fait exploser. Alors évidemment, pour Sibylle, ça fait exploser toute la famille, et puis ça fait exploser tout un système de protection qui s'était tissé autour d'elle et qui en fait l'étouffe. Oui, elle a besoin de respirer. Absolument. Elle a besoin de prendre sa respiration, et puis on va avoir aussi, alors en fait, comment cette fiche navette va être une des premières fissures profondes qui va mener justement à l'explosion de tout ce quotidien aussi lisse. La fiche navette arrive, première fissure, c'est donc la fugue de Sibylle. Oui, voilà, le roman s'ouvre sur cette fugue. Elle fugue pour retrouver pour aller chez sa grand-mère qui est dans le Morvan. Et il se trouve que cette grand-mère est une grand-mère avec laquelle elle s'est toujours sentie très bien, très libre, et avec laquelle elle ne bégait pas. Et donc c'est comme un réflexe d'aller retrouver un nid dans lequel elle arrive à être vraie et qu'elle n'a pas besoin de presque protéger ses parents. C'est un peu, bizarrement, c'est un peu des parents qui la protègent aussi beaucoup, mais il y a quelque chose, alors qu'on apprend au fur et à mesure du livre, qui est la cause de ce bégaiement, parce qu'en fait, on ne bégait pas pour rien. C'est-à-dire que j'ai, comme souvent quand j'écris, fait un peu des recherches.
Et le bégaiement, même si c'est un trouble qui est très... il n'a pas de cause déterminée, il n'a pas de cause neurologique, donc c'est vraiment un trouble de la communication, c'est en lien avec l'autre. Et il y a donc soit des causes qui peuvent être toutes simples, du style, par exemple, Vincent Lindon, le comédien, raconte que il est devenu bègue à cause d'un déménagement, hein, ce qu'on d'ailleurs on raconte à Sibylle dans le livre. C'est le jour où on a déménagé que. Mais c'est très complexe les causes du bégaiement. Et elles sont multiples et j'ai l'impression, elles peuvent disparaître à l'âge adulte, elles peuvent disparaître avec une personne ou avec une autre. Et du coup, c'était très intéressant à traiter ça. Voilà. C'est un peu ce qui se passe avec Sibylle, parce qu'il y a des personnes avec qui elle ne bégaye pas ou quasiment pas, et des personnes où elle n'arrive pas à aligner 3 mots en fait, hein, parce que c'est très compliqué. Oui, et puis en fait, mon idée, c'était pas de supprimer le trouble, hein, comme c'est pas de supprimer le handicap, c'est d'essayer de raconter quel deuil il faut faire pour arriver à être qui on est et de faire avec qui on est. Donc il y a plein de manières de faire ce deuil-là de soi, hein, de l'idéal de soi, et pour les parents aussi. Il y a aussi cette révélation autour de pour quelles raisons en réalité le bégaiement est arrivé. Et puis il y a aussi une belle histoire d'amour qui l'attend sur ce chemin-là, ma Sibylle. Ah ben complètement. Et puis donc on va avoir la deuxième fissure qui elle est encore plus profonde parce que c'est elle qui va réellement provoquer l'explosion. C'est l'explosion de colère qui va faire que Sibylle va s'en prendre physiquement à sa meilleure amie. Oui, elle va s'en prendre physiquement à sa meilleure amie le jour où elle doit faire un oral pour son brevet des collèges et où sa meilleure amie prend la parole à sa place sciemment et sciemment pour lui faire du mal. Et là, c'est la fois de trop ou c'est la fois qui fait exploser surtout qu'on sent bien que Emma, en fait, elle prend les compliments pour elle et elle ne cherche à aucun moment à inclure Sibylle, sachant que c'est Sibylle qui a fait absolument tout le travail et que Anaïs et Emma, qui sont les deux autres qui sont les deux du trio, en fait, elles se sont laissées complètement faire par Sibylle et elles se sont partagées les notes. Oui, voilà, elles se sont partagées les notes devant les professeurs pour dire, pour faire. Et les professeurs sont stupéfaits du génie de cet exposé, mais personne, eux, n'ose pas regarder Sibylle et les filles, elles prennent tous les compliments pour elle, et c'est ça en fait la petite goutte d'eau qui fait complètement exploser Emma, et ce que personne ne veut entendre en face. Non, c'est la trahison. C'est la trahison. Ouais, la trahison, c'est qui est, je trouve, qui fait que la trahison, c'est le fait d'avoir été effacé. D'avoir été effacé, trahi. En fait, la trahison, je crois que c'est un effacement de soi, de l'autre, de la relation, d'une destruction vraiment. Et après, mais du coup, de cette destruction-là, elle transforme en un choix, et le choix de devenir tailleuse de pierre, qu'elle va imposer à ses parents. Elle va donc aller dans un internat et se confronter à la pierre, qui est un travail très ardu. Hein. Donc je suis allée dans une formation dans l'Est absolument extraordinaire à Remiremont, où se passe du coup le roman, la deuxième partie du roman, dans les Vosges, où Sibylle va apprendre à tailler la pierre, qui est un métier extrêmement éprouvant et essentiellement masculin. Donc elle va aussi devoir imposer quelque chose du féminin, d'elle. Surtout que physiquement... elle est toute petite et menue. Voilà, elle est petite, menue. Tout le monde dit, ah oui, mais c'est bien, c'est dommage que tu sois si menue. Et c'est ça en fait qui va nourrir un petit peu sa flamme pour aller plus loin. Et moi, ce que j'ai aimé vraiment dans ce roman, c'est que rien ne se résout d'un coup de baguette magique et qu'il y a des rechutes, il y a des moments qui sont durs, il y a des moments où elle va se confronter vraiment de plus en plus, que ce soit à son maître de stage, que ce soit et à l'équipe qui est avec ce maître de stage qui est vraiment masculine. Oui, on est même au-delà du masculin. Hein. Là, je pense tous les cas, dans des ateliers ou des métiers où il n'y a que des hommes, c'est-à-dire chez les mécaniciens, tailleurs de pièces, etc. Voir arriver une femme, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Moi, ces phrases-là que je mets dans le livre, on me les a racontées
dans ce lycée, donc c'est pas des choses que je... Oui, non, mais je n'en doute absolument pas. Mais c'est vrai que c'est violent. Elle se prend comme ça, coup sur coup, coup sur coup. Elle va chuter, elle va limite abandonner à un moment parce qu'on sent qu'elle est en totale lâcher prise. Et elle va repartir, elle va rebondir. Et moi, j'ai vraiment, vraiment adoré la fin où justement elle fera son dernier discours, entre guillemets, avec du bégaiement, mais elle le fera. Et j'ai trouvé ça juste, beau, et puis surtout sans... voilà, c'est pas... tout ne se résout pas d'un coup de baguette magique, tout n'est pas non plus tout noir ou tout blanc, et Sybille, elle a encore du chemin à faire. Oui, c'est marrant parce que les adolescents, quand ils lisent le livre, quand j'ai pu faire des rencontres sur celui-là ou sur d'autres, sont toujours frustrés parce que elle a encore du chemin à faire. Ils me demandent toujours, et alors, qu'est-ce qu'ils deviennent vos personnages? Et mais ouais, moi je trouve que c'est vraiment le propre du roman d'apprentissage et du roman pour adolescents, c'est de raconter un élan, une prise d'élan. Et le roman de l'âge adulte, il s'écrit dans les années qui viennent. Ah mais moi j'aime beaucoup ces fins un petit peu ouvertes. Alors des fois j'aimerais mieux ça quoi. mais là en l'occurrence cette fin ouverte me plaît vraiment beaucoup parce qu'on peut vraiment l'imaginer peut-être qu'elle est sur le chantier de Notre-Dame de Paris. Exactement. Moi j'arrive aussi. C'est exactement là où je la vois en image de fin. C'est vraiment sur le chantier de Notre-Dame de Paris, participer à la reconstruction et à la remise en état de ce bel édifice. Et donc moi je ne peux vraiment très très sincèrement que vous enjoindre à lire ce livre qui est d'une beauté mais absolument absolue. Alors j'ai pleuré comme souvent lorsque je lis des romans comme ça parce que je suis quelqu'un de très très sensible et d'empathe avec mes personnages, donc dès qu'il leur arrive quelque chose je le ressens aussi et c'était vraiment très très bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vous en prie. Bonne lecture. Bonne lecture. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Je lis là est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!